Oportunidade de apresentar o orador desta conferencia de abertura, o profesor Manuel Célio Conceição, que nos traz desde o máis cálido Algarve algunhas considerações sobre as políticas lingüísticas nos espaços do portugués e do espanhol. O profesor é, sem dúvida, a pessoa certa para iniciar os debates deste encontro, pois, entre os seus trabalhos de investigação, especialmente no domínio da terminologia, combinam-se os mundos das línguas latinas que hoje vamos estudar. Doutor em Linguística, professor associado na Universidade do Algarve, leciona Terminologia e Políticas Linguísticas, sendo ainda diretor do Departamento de Artes e Humanidades dessa universidade. É também presidente do Conselho Europeu das Línguas, integra o Comitê Científico da Rede Pan-Latina de Terminologia, assim como o Conselho Consultivo do Observatório da Língua Portuguesa. Professor, sem mais demora, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Buenos dias, bonjour. Avant tout, je voudrais dire que j'hésite en quelle langue utiliser, puisqu'en fait, nous sommes dans un espace trilingue, au moins trilingue. Il se peut que le français soit le plus facile pour tous, donc on va y aller. D'abord, je dois remercier très chaleureusement l'Université Jean Monnet pour cette invitation, en particulier les organisatrices, les organisateurs, et le fait d'avoir insisté que ma présence, même virtuelle, se fasse quand même. Je vous demande toutes mes excuses pour ne pas être présent physiquement avec vous, mais les contingences des fonctions de gestion universitaire m'obligeaient à rester ici à Faro hier jusqu'à 18-19 heures pour une commission d'évaluation des diplômes, et il n'y avait pas moyen d'être à Saint-Étienne à cette heure-ci physiquement. Et donc, je vous demande toute la patience de pouvoir me supporter à distance. Je salue toutes les autorités, les autorités universitaires. Je suis désolé si je cite pas tout le monde parce que je ne vois qu'une partie de la salle et j'ai pas pu identifier tous les présents lors de la séance d'ouverture. Donc, je présente le représentant du président de l'université. Sachez, le représentant du président de l'université, que la collaboration que nous avons avec Saint-Étienne est une des plus larges collaborations en termes d'échange d'étudiants Erasmus dans le domaine des arts et des humanités, des lettres en particulier, et que notre président, notre recteur, me demande de vous dire que nous avons tout intérêt à la poursuivre dans cette poursuite et cette continuité. Je salue le représentant officiel de la ville de Saint-Étienne, saúdo muito particularmente o Sr. Secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, e a quem devo agradecer, enfim, não só representar o nosso país, mas isso eu não agradeço porque é a função, mas agradeço a qualidade e a excelência da intervenção que, enquanto cidadão português, creio que enobrece a nossa presença e a valorização da nossa língua. Aliás, aquilo que vou dizer a seguir, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, se calhar tem menos importância porque algumas das coisas já foram ditas por si, com a carga política que o poder lhe atribui e que democraticamente lhe reconhecemos. Muito obrigado, saúdo particularmente. Saúdo o Sr. Deputado e o Sr. Representante da Câmara de Odivelas, a Sra. Cônsul, o representante da Observatório da Língua Portuguesa, saúdo particularmente a minha colega Isabel Oliveira, só tive o prazer de ouvir, não consegui ver, e saúde é tudo muito particularmente, mas é muito sentido, a professora Teresa Lino, que consigo ver ali na sala, porque de facto, si aujourd'hui nous sommes ici en train de parler de la langue portugaise et des rapports entre le portugais et la France, moi, Isabelle Oliveira, Rosa Frejaville et tant d'autres, c'est bien la faute à Madame Lino, qui nous a introduit dans cette route entre le Portugal et la France depuis plus de 20 ans, où elle a su mettre en accord nos deux communautés scientifiques, et c'est à elle que nous devons notre parcours. Obrigado, Teresa. Évidemment, je salue Rosa, puisque Rosa, c'est la maître d'œuvre de tout ceci, c'est la chef d'orchestre. Rosa, muito obrigado por tudo, parabéns pelo teu trabalho. Et on y va. Donc, Rosa m'avait demandé de parler... Rosa m'avait demandé de parler du portugais et de l'espagnol. J'ai essayé de faire une petite réflexion sur l'état de ces langues et les politiques linguistiques qui en découlent ou qui les gèrent. Et donc, je commencerai par peut-être des lieux communs en disant que nous sommes en train de parler d'un dialogue ibérique
qui se fait dans cet État très près de la capitale de la Gaule, donc nous voyons déjà hors de la péninsule. Ce dialogue ibérique doit quand même tenir en compte que ces deux langues ont l'expression mondiale que Monsieur le secrétaire d'État vient de rappeler, mais nous devons rappeler que dans cet espace des langues ibériques de cette péninsule, il y a d'autres langues qui sont aussi des langues en rapport étudiées. Enfin, au Portugal, nous sommes plutôt historiquement et légalement, enfin, plutôt monolingues du point de vue historique, ce qui n'est pas la vérité. Mais en Espagne, il faut rendre justice et rappeler que d'autres langues, enfin, les plus représentatives, le euskera, le catalan, le gallego, le valencien, enfin, d'autres langues sont des expressions de peuples de cette péninsule. En plus, nous avons un ensemble d'autres langues auxquelles il faut attacher aussi importance. Et je pense que nous attirons l'importance pour notre langue si nous reconnaissons l'importance des autres, un ensemble d'autres langues qui sont parlées dans l'espace ibérique, qui ne sont pas des langues autochtones, si je puis dire, mais des langues qui sont devenues communes chez nous. Je dirais le roumain, l'ukrainien, l'arabe, enfin toutes sortes de langues, des langues africaines qui sont venues avec les communautés et les langues amérindiennes aussi, qui sont venues avec des communautés installées dans ce pays. Mais nos deux langues, le portugais et l'espagnol, sont bien plus que ça, puisqu'elles sont parlées, comme vous l'avez dit, partout, tout autour de la Terre. Et il faut tenir en compte, quand on parle des politiques de ces langues, il faut tenir en compte que ces langues sont en rapport très différencié dans différents contextes, et ces langues s'élargissent ou pas, ou s'améliorent ou pas, suivant les contextes, et sont plus parlées ou pas, suivant les contextes dans lesquels elles sont parlées, au Venezuela, à Timor, en Australie, dans les pays nordiques, dans les pays africains, enfin un peu partout dans le monde. Donc c'est dans ce contexte. Ce qui veut dire que du point de vue de la recherche que Mme Linois a invoquée dans son intervention, je suis en train ici de discuter le concept de territorialité des langues. Ce concept n'est plus productif et il nous faut revoir toutes nos conceptions du rapport entre langue et territoire. Et le portugais, enfin que je connais mieux, elle est un parfait exemple, puisque vous êtes à Saint-Étienne, Rosa est la grande maître d'œuvre du développement du portugais dans un territoire qui, apparemment, ne devrait pas être un territoire lusophone. Eh bien, il l'est aussi. D'ailleurs, territoire maintenant ne veut plus dire espace physique, mais sera plutôt un espace virtuel et un espace commun. Donc nous sommes en train de questionner les idées de purisme, de normes, de correction auxquelles nous devons donner un peu d'attention et ne pas nous limiter aux conceptions très traditionnelles de ce que c'est que le purisme de l'utilisation de la langue, la correction, où est-ce qu'on parle le mieux, où est-ce qu'on parle le moins bien. Ce sont des concepts du point de vue sociologique assez ringards, au moins. Du point de vue de leur expression, ces deux langues, et suivant les données de l'ethnologue, sont des langues de grande expression mondiale, on ne va pas le rappeler. Vous le savez déjà que le portugais est la langue de l'hémisphère sud, mais nous savons aussi, de nos futurs au moins, puisqu'elle est déjà aujourd'hui, mais c'est la langue du pétrole, comme souvent on nous le dit, la langue du pétrole et du gaz naturel, puisque la plus grande partie des ressources mondiales en pétrole et gaz naturel sont dans des bassins d'eau continentale de pays lusophones, Angola, Mozambique, Brésil. L'espagnol est une langue, comme nous le savons, une langue de grande expression en Amérique, mais aussi une expression en Afrique et une petite expression, enfin moins grande, en Asie, mais ce sont des langues. L'espagnol est la langue en ce moment, dans certaines communautés aux États-Unis, elle est plus parlée que l'anglais. Donc l'espagnol gagne de la place par rapport à l'anglais. Ce qui veut dire que nous sommes devant deux grandes langues du point de vue géographique et démographique. Je reviendrai plus tard sur le rapport de cette qualification de grande langue avec le rapport de pouvoir et le pouvoir relatif du point de vue économique et politique. Donc, du point de vue géographique et démographique, sans doute deux grandes langues. Nous savons aussi que connaître ces deux langues, et là je me dirige particulièrement aux étudiants, ou je devrais me diriger à ceux qui doutent encore pour savoir quelle langue ils veulent apprendre, mais en fait, connaître ces deux langues, ou une des deux langues, on n'en demande pas plus, c'est déjà un grand atout puisque ces deux langues ont des rapports entre elles qui facilitent l'intercompréhension et l'accès à l'information dans l'autre. Si l'on apprend le portugais, on a de grandes chances de comprendre les messages et de recevoir de l'information en espagnol et vice-versa. Les données récentes de l'ethnologue, donc le site des langues, ethnologue.org,
disent que, par exemple, l'espagnol a un rapport de similitude lexicale, de rapport lexical avec le portugais de 89%. Ça veut dire que du point de vue de la structure lexicale en espagnol, ça c'est difficile à mesurer, ça vaut ce que ça vaut, mais ça a un rapport avec le portugais de 89%, le catalan 85%, l'italien 82%, le français 75%, le sarde 74%, le romain 71%, etc. Ce qui veut dire que connaître une de ces langues de cette famille, comme il a été rappelé un peu plus tôt par les intervenants antérieurs, connaître une de ces langues, c'est aussi l'accès au monde qui est verbalisé par l'autre. Et donc, ceci veut encore dire, du point de vue de la recherche, je suis en train de discuter le concept de rapport entre la langue et l'identité. En fait, notre identité n'est plus notre langue, mais notre identité, notre capacité d'utiliser notre langue dans le rapport avec ceux qui parlent d'autres langues. Évidemment, dans un contexte où vous êtes, où virtuellement je suis aussi, le portugais n'est pas la langue identitaire, la plus importante, mais c'est le français évidemment, mais ceux qui l'utilisent, la parlent, la côtoient, l'écoutent, on voit aussi leur identité un peu changer, un peu altérée si je peux dire, à cause par le fait qu'ils sont exposés à une autre langue. Donc l'exposition à l'autre commence par la langue, et la tolérance, la citoyenneté, la paix, enfin comme il a été dit, sont des données très importantes, puisque ces deux langues sont deux langues de culture, deux langues d'histoire, des langues romanes, on le sait, mais ce sont aussi des langues d'expansion religieuse, les langues d'expansion économique, les langues d'affirmation politique, et il faut le rappeler, vous me direz, bon, ça on le savait, hein, c'était pas la peine que vous le disiez, mais oui, mais il faut le rappeler, parce que souvent on nous dit, c'est vrai, et on dit par exemple dans le contexte dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes maintenant, oui, le portugais c'est une grande langue, mais c'est la langue des immigrés, donc c'est pas la peine de l'étudier, puisque c'est que la langue qui parlait à la maison par les immigrés qui sont venus en France. Ce qui est évidemment complètement faux, et d'ailleurs on voit bien l'intérêt à Saint-Étienne du nombre d'étudiants qui prennent les cours de portugais et qui ne sont pas luso-descendants, d'ailleurs on en a ici en ce moment en programme Erasmus, des étudiants qui viennent et qui ne sont pas issus de familles portugaises, ce qui donne aussi l'idée de cette importance du portugais et du concept par rapport à la langue qui n'est pas une langue mineure, inférieure, du travailleur manuel et de ceux qui parlent un français, qui baragouinent un français mauvais. Il y a toute une conception à changer et à représenter. Aujourd'hui, ces deux langues, donc le portugais, l'espagnol, sont des langues de patrimoine, on le sait bien, et ce sont des langues de patrimoine immatériel qui sont diffusées un peu partout avec la diaspora dans le monde entier, mais ce sont aussi des langues des migrants, comme je viens de le dire, et parfois en Europe, surtout en Europe, le portugais et l'espagnol sont vus un peu comme, et le portugais un peu plus maintenant, comme les langues d'accès à un certain exotisme. Ça veut dire, on va apprendre le portugais, pas pour le Portugal, pas pour son histoire, mais pour le Brésil, parce que le Brésil a un enchantement quand même assez important en Europe. Et donc, même pour l'espagnol, et beaucoup de gens apprennent l'espagnol avec cette idée d'aller en Amérique centrale, Amérique du Sud, et voir d'autres façons, d'autres visions culturelles. Et vous en avez un exemple, je ne l'ai pas encore aperçu, mais je tiens à la saluer aussi, notre collègue Raphaël, qui fait des études d'espagnol par rapport en espagnol en Amérique latine. Je la salue. Donc, ceci vient à dire, quand je dis que ce sont des langues de minorité, langue de migrants, langue de patrimoine, langue d'héritage, enfin, langue des parents, par exemple, vient à dire qu'on construit une certaine minorité, une certaine idée de minorité par rapport à d'autres langues. C'est-à-dire, c'est la langue maternelle des immigrés, elle a été pendant longtemps, elle est de moins en moins, mais ce concept est encore il faut encore continuer à combattre ce concept, que c'est une langue, toutes les langues ont le même statut. Il faut pas oublier non plus que le fait qu'il y ait des migrants dans une communauté, cela mène au changement de la langue locale. Et donc, en France, et le français ne peut pas ignorer, comment le français a aussi évolué et change aussi à cause de la présence des gens qui ne parlaient pas français au début et qui l'ont appris. Dans ce cas, je parlerai du portugais et de l'espagnol, mais toutes les autres langues aussi. Donc, même
et l'espagnol ne sont pas vus comme des langues de pouvoir parfois, comme des langues de prestige parfois, comme des langues de science, comme des langues de savoir, il est vrai qu'ils le sont aussi. Et nous avons en main, je ne dirais pas un combat, je dirais un travail, puisqu'entre langues on ne combat pas, on cherche la paix, une mission pour montrer que dans nos langues sont aussi des langues de pouvoir, des langues de prestige, des langues qui méritent du respect, des langues de science. D'ailleurs, les données européennes de Eurobaromètre des statistiques européennes montrent la perception qui augmente des Européens par rapport au besoin d'apprendre le portugais et l'espagnol en tant que langue du futur. D'ailleurs, malheureusement, le français est une des langues dont la perception d'importance diminue tous les ans dans ces statistiques, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Nous savons par exemple que le British Council, dans son rapport 2012, dit que le portugais est une des 10 langues du futur de l'humanité. Ça peut être exagéré un peu, mais il y a de l'information importante là-dedans. Donc le portugais comme langue du futur. Je n'y ai pas trouvé d'informations sur l'espagnol, et c'est pour ça que je ne le dis pas. Donc, apparemment, il y a une contradiction, c'est-à-dire, nous, Portugais, plus que les Espagnols d'ailleurs, nous, Portugais, sommes toujours un peu subservients, un peu disant que on va parler la langue de l'autre, puisque la nôtre, on ne la parle pas, alors que notre langue, les autres veulent apprendre notre langue. Et on voit l'intérêt dans les diplômes de portugais à Saint-Étienne. Ce qui veut dire que, quand on parle de politique des langues, et dans ce cas, même pour le portugais et pour l'espagnol, nos croyances, nos représentations, parfois, empêchent le développement de ces langues, puisqu'on dit, d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, je vais parler français parce que je vais avoir plus de chances d'être compris. Évidemment, je le dis pour attirer votre attention sur le fait que les rapports entre nos sociétés, les rapports économiques, les rapports politiques, qui se verbalisent dans nos deux langues, sont aussi importants dans l'une que dans l'autre. Et ça mène à une idée que certains veulent mettre sous le paillasson, c'est-à-dire, il y a encore des gens qui donnent, il y a beaucoup de gens qui créent une hiérarchie entre les langues, mais il y a encore des locuteurs, des parlants de portugais et d'espagnol, qui se disent avoir un peu honte de parler leur langue, parce que c'est la langue des moins développés, c'est la langue des moins riches, enfin, c'est la langue de quelque chose qui est moins bon. Et on nous fait dire, dans nos communautés universitaires, on nous fait dire par exemple que l'excellence ne se fait qu'en anglais. On ne peut pas avoir d'excellence de recherche dans nos langues respectives. Donc, ce sont des langues, comme je disais tout à l'heure, des langues géographiquement et démographiquement très importantes, très grandes, mais des langues de pouvoir qui parfois sont perçues encore comme des langues un peu plus faibles. Et pourquoi un peu plus faibles, avec un peu moins d'importance? Parce qu'il nous faut absolument des politiques linguistiques durables qui puissent contribuer à ce développement. Et donc on en vient au concept de politique linguistique et la dernière partie, deuxième partie de mon intervention, qui est plus courte. Le concept de politique linguistique regroupe l'idée de toutes les décisions qui sont prises pour gérer, pratiquer, diffuser, respecter la langue. Et cela peut se faire au niveau international, des organisations internationales comme nous l'avons vu. Ça peut être au niveau de l'entreprise, de l'institution, du gouvernement, de la région, de l'université, du département, enfin, de la famille. Dans les familles plurilingues, il faut aussi des décisions de politique linguistique. Donc il faut des décisions sur la langue. C'est-à-dire, il faut optimiser la communication en respectant l'importance de toutes les langues. De ces décisions de politique linguistique, de ces croyances, des rapports sociaux, culturels, religieux éventuellement, se créent toutes les hiérarchies dans le respect de la fonction éthique des langues. Et j'attache importance à ceci parce que souvent, c'est la question éthique qui empêche le respect et le rapport entre les langues différentes qui sont en présence. Pour le cas du portugais et de l'espagnol, dont les représentations sont très différentes, si on est au Portugal, si on est en Espagne, ou si on est, par exemple, pour le portugais, en Angola, au Brésil ou au Cap-Vert, chacun a sa représentation de l'importance de la langue, mais en tout cas, nous savons que pour le portugais, une politique des langues est encore à faire.
Et quand je dis une politique des langues, je ne parle pas d'une partidisation d'une question de gouvernement ou de couleur partidaire. Je parle d'une décision de tout l'ensemble de la CPLP, si on veut, des Portugais, enfin, du gouvernement, des institutions, des universités, une décision dans le sens du plan d'action de Brésil, de Lisbonne, etc., pour la promotion et la diffusion de la langue portugaise. Ce qui commence du point de vue interne. C'est pas la peine de critiquer ce qui se passe à l'extérieur. Je vous disais que je ne peux pas être avec vous physiquement à Saint-Étienne parce que j'ai eu une commission d'évaluation de 2 diplômes de mon département hier et avant-hier. Eh bien, toute la discussion s'est faite en anglais parce que si ce n'est pas en anglais, c'est pas bon. Et donc, nous avons discuté les critères de qualité de 2 diplômes de mon département en anglais, avec 2 professeurs portugais et une professeure allemande. Eh bien, là commence le respect pour la langue portugaise. L'espagnol est un peu différent, puisque en espagnol, il y a des systèmes de politique linguistique qui fonctionnent pas forcément aussi très bien, qui viennent particulièrement de l'existence d'une académie qui a le pouvoir sur la langue, Académie Real de la Lengua Española, qui a un pouvoir, et toutes les académies des pays sud-américains, qui ont un pouvoir sur la langue. Et donc, mon idée sur, je ne vais pas détailler là-dessus puisque vous connaissez la situation, la question là est que les politiques des langues pour le portugais et pour l'espagnol, mais là je parle plutôt pour le portugais, devraient être des politiques, comme on dirait en bon portugais, des politiques des langues du type bottom-up, c'est-à-dire perçues à partir de la réalité de l'existence des langues et dessinées après, et pas des politiques top-down. Ce n'est pas la peine d'avoir des décisions des ministères qui s'imposent, puisque nous savons très bien, et ça a été pratiqué ailleurs, comme par exemple au Canada pendant la Révolution tranquille, que ça ne marche pas du tout. Donc ce qu'il faut, c'est, à mon avis, observer l'état des choses et en prendre des décisions pour promouvoir, pour accepter, pour développer les langues, et pour ne pas simplement se limiter à dire « Ah, la science, je vais y arriver tout de suite, on l'a fait en anglais parce que sinon ce n'est pas de la qualité. » On ne peut pas la faire en portugais, comme on nous dit tout le temps. D'ailleurs, on dit la même chose un peu en France. Il faut publier en français, en anglais, parce qu'en anglais, on a moins de points dans nos carrières universitaires. Donc, dans ce cas, on respecterait les questions d'écologie linguistique, au sens de Louis-Jean Calfet. Dans le cas des discours de spécialité, par exemple, des terminologies, on se permettrait donc de ne pas imposer des normes qui ne sont pas suivies, mais on se permettrait de faire des études sur la variation et sur l'harmonisation de l'utilisation des langues du point de vue de la richesse dénominative, et je pense que ma collègue et amie Anne-Claude Berthoud vous en parlera demain sur ces questions du rapport entre la science et les langues. Donc nous en arrivons à l'impact des politiques linguistiques du portugais et de l'espagnol en ce cas, sur les répertoires individuels des langues, c'est-à-dire sur la façon de parler les langues, sur le niveau de compétences et sur l'existence d'un concept qui commence à s'affirmer, qui est le concept de multitechnolecte, c'est-à-dire l'existence de multiples façons d'utiliser la même langue dans une même communauté, puisqu'il est issu des migrants, des changements sociaux, etc., et qu'il est impossible de contrôler et d'imposer une norme à l'utilisation linguistique. Une des raisons pour cette existence est la question de la diversité linguistique, et en particulier qui peut se résoudre par l'intercompréhension et la compréhension passive entre les langues. Donc il faut non seulement miser sur l'enseignement-apprentissage d'une langue, mais sur la capacité avec une langue, avoir accès à d'autres langues de la même famille pour augmenter le répertoire linguistique et le capital linguistique. Nous savons très bien, quelqu'un l'a déjà dit, je pense que Derrida l'a écrit en 2009, nous sommes clairement dans l'ère du post-monolinguisme. D'ailleurs, sommes-nous vraiment monolingues? Je ne le pense pas. Nous sommes dans l'époque du multi et dans l'espace multilingue dans lequel nous vivons tous, même parfois on s'efforce de nous oublier pour nous dire vous êtes multilingue, très bien, vous parlez portugais chez vous, entre vous, mais quand il faut être sérieux, vous parlerez anglais parce que c'est mieux et vous montrerez que vous êtes très bien. Du point de vue de la recherche
en linguistique et en la recherche du point de vue universitaire, qu'elle soit théorique ou qu'elle soit pratique, nous sommes donc devant une complexité tellement grande qu'à mon avis, il nous faut importer les procédures épistémologiques des théories du chaos et de la complexité pour étudier tout ce dialogisme permanent entre ces langues et entre nos langues et dans nos langues, puisque la complexité n'est pas seulement entre elles, mais c'est dans chaque langue. Il nous faut donc, et c'est à nous de le faire du point de vue universitaire, revoir les procédures et l'appareil méthodologique et théorique, le travail avec les langues, quel que soit le type de texte, le genre de discours, qu'il soit technique, scientifique, littéraire, informatif, peu importe. Même l'étude avec le texte littéraire a vraiment à être revue pour ne pas se résumer à des études plutôt éditologiques ou de comptabilité de figures de rhétorique, qui est souvent ce qui se fait en littérature. Parfois ce qui se fait en littérature. Du point de vue de l'impact de tout ce que je viens de dire pour nos deux langues, il est vrai que nous avons encore beaucoup à être fait, mais nous avons encore besoin d'étudiants qui veulent bien travailler sur les textes techniques et scientifiques de nos langues. Ceux qui me connaissent voient bien que comme on dit en portugais, estou a puxar a brasa à minha sardinha e aos estudos da terminologia, parce qu'il faut encore des études et des descriptions des utilisations des langues dans les sciences et dans les techniques pour répondre aux besoins des communautés scientifiques, mais aussi aux besoins économiques, aux besoins des entreprises, aux besoins des communautés, des échanges commerciaux, aux besoins professionnels, aux besoins du fait de tout ce qui est la langue dans la société et pas la langue dans la tour d'ivoire qu'est l'université. C'est la langue hors de l'université. Et ça, nous savons tous très bien que c'est un point de succès de ce qui se passe à Saint-Étienne. Puisque ce qui se passe à Saint-Étienne, comme je vous l'ai dit, le portugais n'est pas seulement la langue pour les ressortissants, les issus des familles portugaises, mais c'est une langue de travail, d'études pour ceux qui veulent développer des échanges économiques, pour ceux qui veulent développer des études littéraires, culturelles. Et d'ailleurs, le programme qui est autour de cet événement aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu hier, aujourd'hui et demain, montre bien combien l'intérêt n'est pas seulement du point de vue linguistique, mais il y a aussi un intérêt aussi du point de vue culturel de tout ce qui est lusophone et hispanophone. Et parce qu'il nous faut souligner le fait que ces deux langues sont aussi des langues des sciences et ce sont aussi des langues pour les métiers. Souvent on nous dit que il faut, je l'ai déjà dit 3 ou 4 fois, il faut publier en anglais parce que sinon ce n'est pas lu. Eh bien, je dois vous dire qu'un recensement fait par un collègue de l'Observatoire économique des langues de l'Université de Genève montre qu'en 2013, il y avait plus de 3000 revues scientifiques indexées, tout domaine confondu, publiées au Brésil, en portugais. C'est ce qui veut dire qu'on nous dit qu'il faut publier chez Elsevier, au Thomson Reuters, parce qu'on aura un index d'impact. Eh bien, il y a plus de 3000 revues scientifiques au Brésil qui publient en portugais, ce qui veut dire que le portugais est quand même une langue de science. Nous savons très bien que l'anglais, il faut savoir l'anglais, il n'y a pas de doute, c'est pas la question, mais que l'importance du portugais pour les pays lusophones en Afrique est une importance de lingua franca, langue de développement, langue d'accès à l'économie, à la culture, etc. Il ne faut pas le négliger. Le même pour l'espagnol dans d'autres communautés ex-colonies espagnoles. Mais pour ce rapport entre les langues et la science, je vous dis, ma collègue Anne-Claude Berthoud de Lausanne vous en parlera demain. Donc, j'en arrive à la fin pour pas trop vous fatiguer avec toute cette longue intervention. Nous avons besoin de plus de formation dans nos deux langues, tout domaine confondu, pas seulement formation du point de vue instrumental des langues, mais formation du point de vue cognitif pour vraiment connaître leur fonctionnement dans différents types de discours. Nous devons abandonner ce cliché, ce déjà-vu disant que ce sont des langues des migrants, des langues faibles, puisque nous voyons très bien qu'il y a des intérêts dans cette langue, dans ces deux langues des gens qui ne le sont pas. Et nous devons accentuer les questions plutôt positives pour ne pas être... Enfin, il faut toujours être positif et proactif, comme on dit bien aujourd'hui.
c'est que l'espace donné, par exemple, par cette université Jean Monnet aux assises sur ces deux langues est l'exemple d'une réalité changeante et de l'espoir d'un avenir dans ces deux langues pour lesquelles nous n'avons aucun doute, elles ont un grand avenir et il faut continuer à les étudier. Nous ne devons que contribuer à cela. Nous devons aussi rappeler qu'elles expriment qu'il y a des millions, probablement près de 500, 600 millions, ça dépend comment on compte, de sujets sur cette planète qui ont ces deux langues comme première langue et qui, c'est avec elles et par elles qu'ils expriment leur savoir, leurs identités, leur essence humaine. Nous devons rappeler que la charge culturelle, partagée ou pas, si on suit Galisson ou pas, la charge culturelle que l'unité lexicale assise souligne pour l'importance de ces langues. Nous nous réunissions en assises. Je vous rappelle que au Moyen-Âge, les assises étaient convoquées par le roi et qui était le moment où on prenait les grandes décisions pour le royaume. J'espère que ce sera le moment aussi de prendre de grandes décisions pour notre royaume, enfin nos langues, puisque beaucoup d'attentes sont mises sur ces aspects. Nous rappelons aussi que nous sommes, enfin, vous êtes physiquement, moi je ne le suis que virtuellement, dans une université qui a le nom d'un des architectes de la construction européenne, Jean Monnet, et que c'est par Jean Monnet que nous pouvons aujourd'hui, après Jean Monnet, nous pouvons aujourd'hui dire que nous vivons dans l'unité dans la diversité, et c'est dans ce sens que le portugais et l'espagnol devront être travaillés. J'espère qu'avec vos travaux et ma petite humble contribution, on aura aidé à l'affirmation du dialogue entre les politiques linguistiques qui soit durable et qui soit durable dans le sens long du temps aussi pour nos deux langues. Je termine juste disant que, cara Rosa, chers collègues, merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir eu la patience de me supporter à la distance d'un écran interposé. Merci beaucoup. Muito obrigado, professor, pela muito esclarecedora conferência, também por trazer à tona conceitos tão importantes como são a intercompreensão. Peço desculpa, pode aproximar-se do computador. Sim. Porque eu ouço a sua voz através do computador. Tá bom. Estava a dizer que obrigado por trazer à tona conceitos tão importantes como a intercompreensão, que precisamente são um dos elementos que pode ajudar a desenhar essa complementaridade entre o espanhol e o português e também mesmo com o francês. E também obrigado por trazer à tona algumas das atitudes políticas e mesmo mudanças na pedagogia que seriam precisas para essa intercompreensão acontecer. Estamos com muito pouco tempo, mas eu acho que podíamos dar voz a duas perguntas ou comentários muito breves. Faz favor. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bom, ok. Muito obrigada. Sim? Já um pouco para animar também este debate, gostaria, se houvesse outras pessoas que quisessem colocar questões, eu não diria nada. De qualquer maneira, eu adorei a sua exposição, acho-a verdadeiramente fantástica, mas só queria colocar-lhe muito diretamente duas questões. Em primeiro lugar, se pudesse falar no poder transformador das línguas e numa outra dimensão, de natureza mais política, se nos pode dizer qual pode ser o contributo acrescido que não apenas Portugal e o Brasil, mas todos os países membros da CPLP podem dar para fazer da afirmação da língua e das culturas portuguesas para que ela possa ter esta expansão, como está a ter esta expansão como língua global, como língua universal. Obrigado. Obrigado. Eu peço desculpa. Eu pediria ao João que fizesse o favor de repetir a pergunta perto do computador, porque eu ouço, portanto, o som chega-me cá
por via do computador. E eu percebi, ouvi falar de um poder transformador e CPLP, mas não percebi o resto, desculpe. Eu não sabia, peço desculpa. Eu gostaria de lhe colocar muito brevemente, disse que adorei a sua intervenção, a sua exposição verdadeiramente brilhante, e gostaria de colocar uma questão com duas dimensões. Uma delas é sobre o poder transformador da língua, a sua capacidade de transformar povos e culturas e que consequências isso pode ter, e por outro lado o contributo e a ação que os países membros da CPLP podem ter na afirmação global universal da língua portuguesa, na medida em que ela já tem essa dimensão. Mas por outro lado, uma outra questão que eu também aproveitava para dizer, porque há essa intercompreensão do português e do espanhol, e de que forma é que pode ser potenciado em termos globais, em benefício de todos aqueles que falam essas duas línguas, essa mesma intercompreensão do português e do espanhol. Obrigado. Obrigado. Peço desculpa, eu parecia-me ter percebido, mas não tinha a certeza e queria responder àquilo que perguntava. Muito obrigado pelas suas palavras simpáticas. Eu queria, enfim, não querendo voltar a alongar-me muito, mas quero dizer o seguinte, podemos começar por aqui, o contributo dos países membros da CPLP na afirmação do português no mundo. Eu creio que esse contributo é feito pelas populações sem orientação política, porque nós vivemos, enfim, nos Estados democráticos, esperemos todos, não é? E que esse contributo é feito nas relações que se estabelecem nos diferentes pontos do globo, entre as pessoas que falam português e as outras pessoas. Não vou aqui entrar em considerações de natureza de juízo político sobre a ação da CPLP, porque isso levar-nos-ia a uma outra questão, porque creio que nem sempre a ação da CPLP foi ou terá sido em prol da língua portuguesa e pode ter sido dependente ou condicionada por outros interesses que aqui não quero trazer, mas que todos conhecemos. Portanto, mas o contributo que dão é inequívoco. O que é preciso é que nós tenhamos a noção claramente em Portugal, e eu creio que não sei se temos sempre, de que o contributo que dá Angola, ou que dá Moçambique, ou que dá Cabo Verde, ou São Tomé, ou qualquer outro país para a língua portuguesa, é tão válido como aquele que dá Portugal. Porque às vezes eu citaria aqui o professor Adriano Moreira, bem conhecido nestas matérias, que diz sempre a língua portuguesa não é nossa, também é nossa. E às vezes nós temos a noção de que o que se decide em Portugal para o português é que é válido, mas o que se decide em Angola na relação com as línguas banto, que a professora Teresa Lindo tanto tem trabalhado, não é uma minorização dessa decisão. E portanto há aqui uma mudança de perspectiva. Aliás, isso viu-se bem com a questão do coro ortográfico, porque quando se diz logo, quando se toca, lá vamos nós ser subservientes em relação aos brasileiros. Porque há uma percepção de não querer. Nós achamos que o português é a língua de todos, mas quem é dono do português somos nós, e não gostamos muito que outros teçam considerações, alterações. E isso parece-me pode ser prejudicial para a afirmação da língua. Enquanto poder transformador da língua e quais são as consequências. Aqui nós tentamos uma questão que tem uma implicação de natureza psico- e sociolinguística, mas não há dúvida de que o acesso em comunidades que não falam português, estou a pensar agora concretamente em comunidades, por exemplo, países africanos, o acesso à língua portuguesa, aliás, é por isso que há grandes programas de escolarização em português nos países lusófonos, o acesso à língua portuguesa tem um poder transformador e tem uma representação de acesso a fora, acesso a algo que é melhor, a algo que é europeu, porque a Europa ainda tem um grande, enfim, nós cá dentro falamos muito mal da Europa, mas fora da Europa, e na África em particular, o acesso à Europa ainda é uma miragem, um interesse muito relevante. E portanto, tem esse poder transformador. Por outro lado, não há dúvida de que a capacidade que qualquer falante tenha para ler, quando pensava nesta minha conversa ontem, lembrava-me da Jangada de Pedra do José Saramago, da Península Ibérica, que se destacou, enfim, que se fugiu do resto da Europa. Mas a capacidade que nós temos de ler, de aceder às expressões literárias, culturais, filosóficas, numa outra língua, e no nosso caso, por exemplo, para o português, a capacidade que temos, que os portugueses têm, de ler, num caso concreto, ler literatura em português do Brasil, ler literatura em português de Angola, ler literatura em português de Portugal, isso tem um poder transformador que potencia a revisão identitária e a identificação enquanto cidadãos do mundo. E, portanto, em primeiro lugar, do ponto de vista psicológico, enfim, é muito relevante, do ponto de vista sociológico enquanto enquadrador. E depois há uma outra questão que é, em que medida é que a língua, neste caso o português, por exemplo, para os imigrantes que vieram muito para Portugal nos anos 90,
em que a língua é um instrumento de inclusão e de facilitação da mobilidade, porque é pela língua que se faz a inclusão das pessoas. Aliás, eu não me vou meter nessas considerações, mas temos problemas, por exemplo, alguns problemas que existem em França, nas banlieues, resultam numa incapacidade de inclusão linguística em primeira instância e cultural em segundo lugar. E que não é culpa de ninguém, é de toda a gente, como é óbvio, não é? E que também se assiste em Portugal em algumas zonas. E, portanto, é o poder transformador da língua pela inclusão. Nós temos feito aqui algum trabalho, por exemplo, aqui em Quarteira, com as comunidades cabo-verdianas e angolanas, mas sobretudo cabo-verdianas, por questões de inclusão, e de facto a língua transforma as pessoas. Sem me alongar muito, a questão da intercompreensão. Há muitos trabalhos, muitos começaram por ser feitos em França. Aliás, eu conheci a minha cara amiga Rosa Frejaville há alguns anos, nós não somos assim tão velhos, quando trabalhávamos juntos num projeto sobre... Eu era estudante de Erasmus em Lyon, e trabalhámos num projeto de intercompreensão coordenado pela Universidade de Grenoble, em que entrava também a Universidade de Lyon. Portanto, a intercompreensão, já há muito trabalho feito sobre isto, já há muitas metodologias de ensino e não há dúvida enfim, há muitos trabalhos nos chamados discursos de especialidade, portanto, a capacidade de aceder à informação técnica numa língua que não se conhece, mas que se conhece numa língua da mesma família. Há trabalhos, por exemplo, feitos para o alemão, para aceder aos descritivos em dinamarquês e em holandês, que não nos interessam, mas também há para o francês, para o português e para o espanhol, porque o grupo de professores de Aix-en-Provence, de Lyon, de Grenoble, e depois em Portugal da Universidade de Aveiro. Pronto, Já podemos está. pedir só umas últimas palavras para podermos encerrar. Pedimos desculpa por este contratempo. Sim. Ora, essa eu é que sou o causador do contratempo, se estivesse aí não havia problema. Eu só me resta, eu estou à disposição, se a ligação funcionar, estou à disposição para continuar a discussão. Mas que estão já fartos da minha conversa e isto, para vocês aí está quase na hora do almoço, não é? Já é meio-dia e tal. Portanto, se não houver mais nada, resta-me agradecer a vossa paciência e a compreensão e desejar sucesso. Eu hoje à tarde não posso, mas amanhã tenciono ligar-me via streaming, como se diz em bom francês, para seguir o que se passa por aí. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Célia. Bom trabalho.